J'ai bien fait de me protéger, j'ai failli me prendre une tarte d'un Bitcoin maximaliste. Messieurs, tout le monde, vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de flippening entre Ethereum et Bitcoin. Petite définition de ce que c'est le flippening, c'est quand la capitalisation de marché d'un actif passe par-dessus celle d'un autre actif. Donc là en l'occurrence, est-ce que Ethereum va devenir le premier sur CoinMarketCap? Est-ce que sa capitalisation va être supérieure à celle de Bitcoin? Alors moi je vais aller plus loin dans cette vidéo aujourd'hui, je vais même parler de flippening en termes d'utilité, en termes de toucher le commun des mortels, être plus connu que Bitcoin en tout point, etc. etc. Donc je tiens à préciser, je suis toujours très bullish vis-à-vis de Bitcoin, hein. C'est-à-dire que Bitcoin, je vous dis pas, faut le mettre à la poubelle. C'est juste que j'aime Bitcoin et j'aime encore plus Ethereum. Au programme de cette vidéo aujourd'hui, je vais vous expliquer justement pourquoi, après mes recherches, j'ai de plus en plus de confiance vis-à-vis du fait que Ethereum peut passer devant Bitcoin sur ce cycle de marché, donc peut-être en 2021, peut-être en 2022, sinon ce sera plus tard, mais je pense que ça peut se passer plus vite qu'on ne le pense. Et je vais aussi vous faire un point sur l'historique de marché, parce que avant Ethereum, il y en a eu d'autres des crypto-monnaies avec des prétentions plus ou moins intéressantes. Donc je pense que c'est important de refaire le point, puisque Bitcoin existe depuis 2009, Ethereum depuis 2015, il a été lancé en 2015, et entre 2009 et 2015, il s'est passé quelques épisodes. Donc voilà le programme, on va définir aussi ce que c'est que Ethereum et ce que c'est que Bitcoin, de façon un peu plus claire, et puis au final, eh bien, je vais vous expliquer tout simplement pourquoi je vois Ethereum au-dessus. Donc j'ai un biais beaucoup plus bullish sur Ethereum, ça vous l'aurez compris, et le but n'étant pas de déclencher une guerre et de cracher sur Bitcoin. Bon, voilà, ça c'est dit. C'est parti. Donc comme je vous l'ai dit dans l'intro, j'aimerais qu'on fasse un point rapide sur l'histoire des différentes crypto-monnaies qui se sont faites. Comme énoncé dans l'introduction, j'aimerais vous parler rapidement de l'histoire de quelques crypto-monnaies qui se sont lancées avant Ethereum, avec là aussi des prétentions qui leur sont propres. Alors la première crypto-monnaie qui s'est lancée après Bitcoin et bien avant Ethereum, en fait c'est la deuxième crypto-monnaie, on peut le dire comme ça, c'est Namecoin. Alors le projet existe encore, il s'achète encore, mais il est passé un petit peu aux oubliettes. C'est un projet qui vous permet d'avoir une identité et des DNS décentralisés. Donc l'idée de faire un peu autre chose que de la pure monnaie se faisait déjà dès le début de l'histoire des crypto-monnaies, dès l'année 2011, et c'est Namecoin qui a ouvert le bal. Toujours dans la même période, 2011-2012, on a eu d'autres projets. On a eu le projet Dash, le projet Litecoin, et un peu plus tard le projet Dogecoin, qui en fait n'est qu'une copie quasi conforme de Litecoin, qui lui-même est une copie quasi conforme de Bitcoin. Qu'est-ce qui change dans ces projets-là? Eh bien tout simplement le temps entre chaque bloc. Donc Bitcoin c'est des blocs de 10 minutes, dans le cas de Litecoin c'est 2 minutes 30, et dans le cas de Dogecoin c'est 1 minute. Dash va un petit peu plus loin, donc ils ont inventé une technologie qui s'appelle les masternodes. C'est en fait une techno qui fait que vous avez d'un côté des mineurs classiques comme Bitcoin, et d'un autre côté vous avez des mineurs un peu plus VIP. Pour devenir une masternode, il fallait avoir une certaine quantité de Dash pour pouvoir en héberger une. Et en fait, il y avait trois types de transactions. Il y avait les transactions classiques, avec un prix classique et un temps de transaction assez long. Et ensuite, il y a les transactions anonymes, avec une technologie de coin mixing. Pour aller un petit peu dans les détails sur le coin mixing, c'est en fait une façon de mélanger les entrées et les sorties de sorte à ce qu'on ait des difficultés à retrouver l'émetteur et le bénéficiaire de chaque transaction pour améliorer l'anonymat. Et vous avez aussi la technologie Instant Send de Dash, qui, elle, est une technologie qui permet de faire des transactions quasi instantanées. On parle de transactions de 2 secondes. Donc c'est encore meilleur que Ripple, en fait, en réalité. Donc voilà, à chaque fois, c'est toujours, on fait du paiement plus rapide, plus anonyme, on tweak la taille des blocs ou les temps des transactions, mais au final, c'est du Bitcoin manipulé, mais ça va pas plus loin que ça. Et en fait, l'offre de Ethereum, elle va plus loin que ça, parce que justement, le but, c'est de faire un écosystème beaucoup plus complet. Donc on va en parler tout de suite. Alors déjà, il y a un truc qu'il faut bien comprendre, c'est que la définition de Bitcoin, au final de base, celle qui a été donnée par Satoshi Nakamoto quand il a pondu son papier blanc pour définir ce que c'est Bitcoin, c'est que Bitcoin, ça sert à faire des paiements. Voilà, c'est un système de paiement en cash électronique. L'avantage du cash, c'est quoi? C'est que nous n'arrivons pas à assimiler à qui appartient cet argent tant qu'on n'a pas été témoin justement de l'échange de main en main. C'est-à-dire que le cash, tu peux pas le tracer. Le seul moment où tu le traces, c'est au moment où tu déposes le cash dans une banque, au moment où tu payes avec, ou au moment où tu mets ces billets dans ton guichet de banque. C'est là où on arrive à faire le joint entre toi et le billet en question. Chez Bitcoin, c'est pareil. C'est-à-dire que les transactions sont pseudonymes, elles sont anonymes si on peut dire. Tant qu'on n'arrive pas à faire le lien entre vous et l'adresse Bitcoin,
vous restez en total anonymat. Et en fait, la prétention de Bitcoin n'a jamais été plus que ça. C'est un moyen de paiement. Aujourd'hui, on parle d'or 2.0, on parle de réserve de valeur, ce genre de choses, mais à la base, Bitcoin est bien défendu comme un système de paiement en cash électronique, ni plus ni moins. Pour ce qui est de Ethereum, justement, la promesse est un petit peu différente. On parle de... hop, je mets en pause. On parle d'applications décentralisées, de technologies décentralisées, de finances décentralisées, de cloud computing décentralisé ou même de messagerie. Et là, c'est ce qui avait été défini en 2014 par Vitalik. Aujourd'hui, ça va encore plus loin. On peut s'en servir pour tracer toutes sortes de choses. En plus, on s'en sert aussi comme matricule pour donner une identité unique numérique à des actifs matériels ou immatériels. Je pense bien entendu aux NFT. Donc, ça permet de faire beaucoup plus de choses. Avec Ethereum, tu peux lever des fonds, tu peux créer des services en ligne comme des droits d'accès, tu peux créer ta propre monnaie sur Ethereum, tu peux faire beaucoup plus de choses. En fait, là où Bitcoin est une monnaie programmable et jusque-là, en fait, il fallait avoir des connaissances techniques pour pouvoir faire des espèces de copies de Bitcoin que tu reprogrammes, eh bien Ethereum permet beaucoup plus facilement d'émettre des monnaies, que ce soit des monnaies dites fongibles, avec le fameux standard ERC20, c'est-à-dire des monnaies qui se ressemblent, des monnaies qui ont toutes la même valeur, ou des monnaies non fongibles, non-fungible token, des NFT, qui elles sont uniques. Donc en fait, avec Ethereum, on peut créer toutes sortes de choses, on peut donner de la valeur à toutes sortes de choses sur Internet, ce qui peut créer un effet de réseau qui est assez extraordinaire, puisqu'en réalité, voilà, Bitcoin c'est du paiement, Ethereum c'est du paiement, et encore plus. Et donc, en parlant de token ERC20, donc les jetons que l'on émet sur Ethereum, puisqu'Ethereum permet de programmer sa propre monnaie, je suis obligé de vous parler de Krill, qui est un token ERC20 qui a levé des fonds par le biais de Ethereum. Donc ça sert aussi à ça, Ethereum, justement, c'est lever des fonds pour financer des projets pour différents types de services. Krill est un service, c'est un service qui vous permet tout simplement de programmer vos propres robots de trading. Le but étant, si vous n'avez pas de connaissances techniques, de faire vos propres stratégies. Voilà, vous avez une application qui est bien foutue en ligne. Je ne manquerai pas de vous faire des tutos à ce sujet d'ailleurs sur cette chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et puis si vous ne pensez pas avoir les connaissances techniques ou que vous avez la flemme tout simplement, eh bien vous pouvez vous servir sur la marketplace de Krill et prendre les stratégies des autres utilisateurs. Donc énormément d'exchanges et de crypto-monnaies sont compatibles. Vous pouvez très bien tester différentes stratégies d'accumulation de profits de tendance baissière et haussière et vous verrez par vous-même si c'est profitable. Par exemple, sur cette stratégie Enigma, eh bien, par rapport à du buy and hold, étant donné que le marché a corrigé, j'ai fait de très jolis profits. Je ne vous promets pas la lune, il y a bien entendu des stratégies qui ne fonctionnent pas, d'où l'intérêt de se diversifier. Voilà, donc vous avez le lien vers Krill en description. Si vous voulez un tuto Krill, dites-le nous en commentaire. Je vous embête pas plus longtemps avec la publicité. C'était histoire de faire le petit joint entre les tokens ERC20, Ethereum et Krill. Allez, on peut reprendre. Avant de passer aux métriques sur le flippening, sur le pourquoi je pense que Ethereum va passer devant Bitcoin très bientôt, eh bien j'aimerais qu'on redéfinisse ce que c'est Bitcoin et ce que c'est Ethereum. Bah déjà Bitcoin, c'est la première crypto-monnaie réussie, décentralisée, qui se suffit à elle-même. Il y a eu d'autres essais de monnaie électronique en ligne, mais qui n'ont jamais tenu très longtemps. Bitcoin, il tient depuis son lancement, depuis 2009, ça fait 12 ans qu'il tourne, il n'a jamais cessé. Il a peut-être cessé quelques minutes le temps d'un bug, mais jamais bien plus longtemps. Donc c'est une monnaie qui fonctionne extrêmement bien. Et j'insiste sur le c'est une monnaie, puisque depuis peu, vous l'avez vu, le Salvador, donc un pays d'Amérique centrale, accepte le Bitcoin comme monnaie légale, en plus du dollar. Et c'est quelque chose qui va se faire de plus en plus, c'est tout à fait évident en fait, comme l'or a été une monnaie pendant très longtemps. Par contre, Bitcoin est un moyen de paiement qui aujourd'hui est relativement lent et coûteux. On espère bien entendu voir de plus en plus d'applications qui utilisent le Lightning Network, donc une solution, je dirais, de bricolage, mais de bon bricolage qui permet d'avoir des transactions rapides sur le réseau Bitcoin. Je pense à l'application Strike, dont j'espère vous parler bientôt sur cette chaîne, je pense. Voilà, mais aujourd'hui Bitcoin, c'est ça. C'est aussi un actif qui est rare avec une quantité qui est définie et limitée, et c'est toute la force de Bitcoin. Donc réserve de valeur, monnaie, moyen de paiement assez lent, et on s'arrête là. On peut passer à Ethereum maintenant. Alors Ethereum, c'est, contrairement à Bitcoin, une crypto-monnaie qui souhaite évoluer dans le temps. Donc depuis le départ, ça a toujours été très clair, je vous l'ai dit plus tôt, application décentralisée, finance décentralisée, et surtout, on ne va pas s'arrêter à cette architecture de blockchain précise. On va faire en sorte que Ethereum soit capable d'aller beaucoup plus loin en termes de capacité transactionnelle et en termes de latence. Donc pour rappel, Bitcoin, un bloc, c'est toutes les 10 minutes environ. Aujourd'hui, Ethereum, c'est toutes les 13 secondes environ.
ce temps de latence ne fait que baisser avec le temps. On a eu 15, puis 14, puis 13 secondes et ça risque de baisser encore plus. Le but, c'est de toujours maintenir la sécurité sur le réseau, de ne pas aller plus vite que la musique. Et pour ça, la communauté et les gens qui bossent pour Ethereum, je pense à Consensus par exemple, s'occupent de faire les tests pour cette évolution de la finance décentralisée. Et c'est ça la force de Ethereum, encore une fois, c'est que ça va vraiment très très loin. Pour du paiement, pour de la monnaie, encore une fois en termes de réserve de valeur aussi, puisqu'il y a une mise à jour qui arrive ce juillet, EIP 1559, donc c'est une mise à jour qui va déjà augmenter le gas limit, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire passer plus de transactions dans un même bloc, donc on devrait passer je crois de 15 millions à 25 millions de gas limit, donc ça va permettre encore une fois de faire passer plus de transactions, ça va faire du bien, ça va réduire les frais, et en plus de ça avec cette mise à jour, eh bien une partie des frais de transaction payés pour utiliser le réseau Ethereum va être tout simplement détruit, c'est-à-dire que la masse monétaire de Ethereum va rétrécir. Donc on a un taux d'inflation qui est défini sur Ethereum qui est je crois de 4% annualisé, mais face à ça on a de la monnaie qui est détruite par rapport aux frais de transaction. Donc plus le réseau va être utilisé, plus les frais vont faire qu'il va y avoir de plus en plus d'Ether qui va être détruit, et plus cette masse monétaire pourrait potentiellement rétrécir et se rarifier. Et là encore une fois, ça voudrait dire que Ethereum, là aussi, pourrait devenir une réserve de valeur dans le temps, comme Bitcoin. Au-delà de ça, qu'est-ce que j'ai noté? Oui, j'ai noté bientôt écologique. Donc ça, c'est quand on va passer en Proof of Stake. C'est quelque chose qui va se faire au fur et à mesure. Aujourd'hui, Ethereum se mine comme le Bitcoin avec du matériel informatique. C'est ce qu'on appelle la preuve de travail. Il va y avoir une mise à jour d'ici cette fin d'année, mais je pense que ça va plutôt être début 2022 pour du Proof of Stake. C'est-à-dire qu'il y aura dans un premier temps une cohabitation entre les mineurs qui utilisent des cartes graphiques et les gens qui font du staking, c'est-à-dire qui mettent en jeu leur argent pour sécuriser le réseau, et d'ici 2023 il n'y aura plus du tout de mineurs à la carte graphique, ce sera uniquement du Proof of Stake et ce sera beaucoup plus écolo que Bitcoin. Et là vous allez me dire oui, mais Bitcoin utilise énormément d'énergie renouvelable ou de trop plein d'énergie, donc il évite justement le gaspillage d'énergie, et c'est vrai, mais vous oubliez dans cette équation que pour miner avec des cartes graphiques, avec des ASIC mineurs, ce genre de choses, eh bien on utilise des matières premières, des énergies fossiles, et l'extraction de ces énergies là elle pollue, et ça changera pas puisque les mineurs vont continuer de faire évoluer leur matériel pour pouvoir se faire la compétition pour le Proof of Work. Donc il y aura toujours cette histoire de pollution, et pour le moment je n'ai pas dans le viseur de solution du côté de Bitcoin, mais j'espère que des solutions vont se proposer dans le futur. En tout cas, Ethereum a cette logique de vouloir devenir écologique, c'est dans le pipe. Et pour terminer, il va y avoir une technologie sur Ethereum qui s'appelle le sharding, donc ça c'est plutôt pour 2023 je pense, qui va être en fait une mise à jour comportant des sous-réseaux de Ethereum. Chacun de ces sous-réseaux va pouvoir traiter une grosse capacité de transaction, je dirais 1 millier de transactions chacun. Donc il va y avoir au début, je crois, 64 sous-réseaux. Donc 64 sous-réseaux, chacun capable de gérer quelques milliers de transactions. Donc on va très rapidement être capable de gérer des centaines de milliers de transactions par seconde sur Ethereum contre une cinquantaine aujourd'hui sur Ethereum et quelque chose comme 4 transactions secondes sur Bitcoin. Donc rien à voir. Et cette capacité à gérer plus de transactions va pouvoir ouvrir le champ des possibles pour faire toutes sortes d'applications et pas seulement financières, tout en réduisant les coûts. Donc vraiment, la roadmap, la feuille de route de Ethereum est très longue, pour certains trop longue, mais il faut bien comprendre que tu passes pas du coq à l'âne en claquant des doigts, et c'est pour ça où j'ai personnellement énormément confiance en Vitalik et les autres personnes qui sont derrière Ethereum pour faire évoluer cet écosystème comme il le faut, et c'est pour ça que je pense qu'au fur et à mesure des mises à jour, Ethereum va bouffer Bitcoin. Voilà, je l'ai dit, désolé, me cassez pas la tête les Bitcoin maximalistes, je pense qu'à un moment donné, il va passer devant. Si jamais ça vous intéresse, les futures mises à jour qui arrivent sur Ethereum, je les ai listées directement dans un article que j'ai rédigé sur mon site coinacademy.fr, vous l'avez lu aussi en description. Je vous laisse regarder, je vais pas vous les dire, je vous ai déjà expliqué les grandes phases à attendre, le sharding, Proof of Stake, etc. Donc voilà, si vous voulez plus de détails, servez-vous. Moi maintenant, j'aimerais vous parler des métriques justement. Vous les attendez ces métriques. Qu'est-ce qui fait que, bon, en termes d'adoption, Ethereum va prendre du terrain sur Bitcoin au fur et à mesure du temps, en vous rappelant bien que Bitcoin a été lancé en 2009, Ethereum en 2015. Donc déjà, il y a quand même, en termes de deadline, on passe du simple au double. On a 6 ans pour Ethereum, on a 12 pour Bitcoin. Et pourtant, les métriques répondent présent. De plus en plus d'adresses qui utilisent Ethereum, forcément, avec le nombre d'applications qui se passent dessus, ça ne m'étonne pas. Le plus gros frein aujourd'hui, c'est clairement les frais de transaction. C'est trop cher.
On peut aller voir fils.watch pour rigoler. C'est trop cher sur Ethereum. Là, il n'y a pas un gros écart en ce moment parce que le marché est calme. Mais quand le marché commence à partir en sucette, on peut payer des frais absolument mirobolants sur Ethereum. On a besoin d'avoir plus de gas limite pour pouvoir faire passer de plus de transactions dans les blocs. Donc vivement la mise à jour de juillet et surtout vivement le sharding. Il faut absolument que ce sharding arrive d'ici 2023 pour baisser les frais de transaction. Parce que justement, et c'est là où je veux attirer votre attention, c'est au niveau non pas des transactions, des frais, des volumes de trading, ce genre de choses où on voit clairement que Ethereum passe devant. Ça, il n'y a pas de doute. C'est plutôt d'un point de vue intérêt et d'un point de vue nœud sur le réseau. Là, on voit que Bitcoin est clairement au-dessus. Ça, c'est clair et net, c'est indiscutable. Mais j'ai trouvé une métrique que je trouve vraiment intéressante, c'est justement la répartition des nœuds sur une map monde. Et bien en fait, vous pouvez voir que Bitcoin, franchement, c'est super décentralisé. Je ne parle pas du mining ici, je parle juste des nœuds qui hébergent la blockchain Bitcoin. On en a partout. En Amérique du Nord, centrale, du Sud, Europe, un peu en Afrique. Et ça fait plaisir pour les pays émergents parce que ça sert aussi à ça. Australie, Asie et un peu Russie. Vraiment, on en a partout. Quand on regarde Ethereum, c'est très concentré en Amérique, en Europe et un peu en Asie. On ne voit rien en Afrique. On ne voit rien en Amérique du Sud. En Russie, je sais pas pourquoi, pas grand chose aussi, ça m'étonne pas mal. En fait, ça se comprend aussi parce que au niveau des frais de transaction, en tout cas pour les pays émergents, donc je pense surtout à Amérique du Sud et Afrique, enfin des pays moins riches que les nôtres, je sais pas si pays émergent est le meilleur terme pour certains de ces pays, mais vous voyez où je souhaite en venir. Bien en fait, les frais de transaction sont trop chers, donc du coup, juste pour utiliser Ethereum en termes de moyens de paiement, c'est pas ouf. Et c'est pour ça qu'il faut le sharding d'ici 2023. Donc maintenant, comment le marché va réagir? Et c'est ça l'intérêt d'avoir la partie vraiment connaissance de marché et la partie technique. Comment le marché va réagir? Est-ce que le marché va spéculer sur le sharding qui arrive en 2023 ou est-ce que le marché va attendre 2023 que le sharding soit prêt pour pouvoir réagir? En sachant qu'il va se passer des trucs sur Bitcoin d'un autre côté. Si de plus en plus de pays veulent utiliser Bitcoin comme moyen de paiement ou même plus encore comme monnaie légale, forcément Bitcoin va prendre du terrain. Et c'est ça que vous devez surveiller. Moi, en tout cas, je pense, encore une fois, que Ethereum va prendre du terrain sur Bitcoin et que potentiellement, il va passer devant d'ici 1 ou 2 ans. Maintenant, l'avenir nous le dira. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai passé pas mal de temps à vous donner des explications. C'est une vidéo que j'ai beaucoup travaillé, mais ça m'a fait beaucoup plaisir. Ça fait beaucoup. Parce que j'ai appris là les trucs, en fait. En travaillant sur cette vidéo, j'ai appris là les trucs et j'espère que ce partage vous aura appris pas mal de choses aussi. Donc, vous me le dites en commentaire, vous laissez un petit like, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Chaque samedi, une vidéo de vulgarisation autour des crypto-monnaies. Et je rappelle, vous avez aussi le lien Krill en description. Ciao tout le monde.